Et dans la nuit du 23 août 1787, une femme a ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Et ce qu'elle a découvert derrière cette porte a détruit 300 vies et effacé toute trace d'une des familles les plus puissantes des Antilles françaises. Ce qui s'est passé ensuite reste l'un des scandales les plus étouffés de l'histoire coloniale. Abonnez-vous maintenant et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang. L'île de la Martinique, dans les dernières années qui précédèrent la Révolution française, était un joyau de l'empire colonial. Les fortunes bâties sur les plantations de canne à sucre rivalisaient avec celles des plus grands nobles de France. Les familles créoles, comme on appelait les Blancs nés aux colonies, formaient une aristocratie particulière, isolée entre l'océan et les montagnes verdoyantes, gouvernant des milliers d'âmes asservies avec une autorité absolue que même le roi ne pouvait véritablement contrôler à une telle distance. L'habitation Bellevue s'étendait sur près de 400 hectares dans les hauteurs de Saint-Pierre. La capitale économique de l'île, celle qu'on surnommait le Petit Paris des Antilles. La grande maison dominait la propriété depuis une colline, offrant une vue imprenable sur les champs de canne qui descendaient en terrasse jusqu'à la mer des Caraïbes. C'était une demeure imposante, construite dans le style créole avec ses larges galeries, ses jalousies de bois précieux, son toit à 4 pentes couvert de bardeaux. Autour, les cases des esclaves formaient un village séparé, invisible depuis les fenêtres principales, comme si l'on avait voulu oublier que la richesse reposait sur leur labeur. Philippe-Auguste Valcourt était le maître de Bellevue. À 42 ans, il représentait la 3e génération de sa famille à diriger cette plantation. Grand, le visage marqué par le soleil tropical, les manières raffinées malgré la rudesse du climat, il incarnait parfaitement l'idéal du grand planteur créole. Il avait étudié à Paris dans sa jeunesse, fréquenté les salons, appris les manières de la cour. Mais contrairement à beaucoup de ses pairs qui préféraient vivre en métropole en laissant leurs propriétés aux mains de gérants, Philippe-Auguste avait choisi de résider à plein temps sur son domaine. Il supervisait personnellement chaque aspect de l'exploitation, des semis à la récolte, du travail dans les moulins à sucre aux expéditions vers les ports européens. Sa réputation d'administrateur était irréprochable. Les registres de l'habitation Bellevue, conservés aux archives coloniales, témoignaient d'une gestion méticuleuse. Chaque barrique de sucre était comptabilisée, chaque outil inventorié, chaque naissance et chaque décès parmi les esclaves soigneusement consignés. Les visiteurs qui séjournaient à Bellevue remarquaient l'ordre qui y régnait. Les champs étaient impeccablement entretenus, les bâtiments en bon état, les esclaves semblaient mieux nourris et moins maltraités que dans les propriétés voisines. Philippe-Auguste se vantait volontiers de traiter ces gens avec une certaine humanité, dans les limites que permettait le système, bien entendu. Il interdisait les châtiments les plus cruels, veillait à ce que les familles ne soient pas séparées lors des ventes, faisait venir un chirurgien pour soigner les malades. Cette réputation lui valait le respect de ses pairs et une certaine tranquillité avec l'administration coloniale. Le gouverneur lui-même avait plusieurs fois dîné à sa table. On le citait en exemple lors des réunions du Conseil supérieur. Certains voyaient en lui un modèle de ce que devait être un planteur éclairé, capable de concilier profit et une forme de paternalisme bienveillant. Isabelle Marie Dufresne avait épousé Philippe-Auguste Valcourt en 1779, 8 ans avant les événements qui nous occupent. Elle avait 19 ans, lui 34. C'était un mariage parfaitement convenable entre 2 grandes familles créoles. Son père possédait une plantation de café dans les hauteurs, moins prospère que Bellevue mais honorable. Elle apportait une dot substantielle et des connexions utiles avec l'administration. Les premières années de leur union avaient semblé harmonieuses. Isabelle Marie s'était installée dans la grande maison, avait pris en charge la gestion domestique avec compétence. Elle supervisait la cuisine, les serviteurs de maison, recevait les épouses des autres planteurs, organisait les dîners et les bals qui ponctuaient la vie sociale de la communauté créole. Elle s'habillait avec élégance malgré le climat, portait des robes venues de Paris, suivait les modes avec quelques mois de retard seulement.
Ses manières étaient douces, son éducation irréprochable. Pourtant, quelque chose s'était progressivement fissuré dans ce tableau apparemment parfait. Isabelle Marie n'avait pas donné d'héritier à son mari. Après 8 années de mariage, aucun enfant n'était né. Dans une société où la perpétuation de la lignée était essentielle, où les fortunes se transmettaient de père en fils, cette absence devenait de plus en plus problématique. On commençait à chuchoter dans les salons. Certaines femmes suggéraient qu'Isabelle Marie devait être stérile. D'autres insinuaient que peut-être le problème venait du mari, mais ces remarques restaient toujours voilées, car accuser un homme de sa virilité défaillante était impensable dans ce milieu. Philippe Auguste ne parlait jamais de cette question en public, mais ceux qui le connaissaient bien remarquaient une certaine tension dans son regard quand le sujet des enfants était abordé. Il se montrait de plus en plus distant avec son épouse. Les témoignages recueillis plus tard suggéraient que leurs chambres étaient séparées depuis plusieurs années, que leurs interactions se limitaient aux apparences sociales nécessaires. L'habitation Bellevue comptait 187 esclaves, selon le dernier recensement de 1786. Ils travaillaient dans les champs de canne, dans les ateliers de transformation, dans la grande maison comme domestiques. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Alexandre. Il avait 23 ans à l'époque des faits. Né à Bellevue, fils d'une esclave cuisinière et d'un père inconnu, Alexandre se distinguait par son apparence et son intelligence. Grand, le teint cuivré, les traits fins, il avait été remarqué dès l'adolescence par le maître. Plutôt que de l'envoyer dans les champs, Philippe Auguste l'avait formé comme domestique de confiance. Alexandre servait à table, s'occupait de la garde-robe du maître, l'accompagnait lors de ses déplacements à Saint-Pierre. Il avait appris à lire et à écrire, ce qui était exceptionnel pour un esclave. Il portait des vêtements propres et soignés, parlait un français correct, se tenait avec une dignité qui surprenait les visiteurs. Certains planteurs reprochaient à Valcourt de trop gâter ses esclaves, mais celui-ci répondait qu'un serviteur éduqué était plus utile qu'une brute qu'il fallait constamment surveiller. Il y avait aussi Thomas, un homme de 30 ans environ, charpentier de formation. Il avait été acheté 5 ans plus tôt à une plantation voisine qui faisait faillite. Thomas était réputé pour son habileté avec les outils, sa capacité à réparer n'importe quelle structure en bois. On le voyait souvent travailler sur les bâtiments de la propriété, toujours concentré, parlant peu. C'était un homme robuste, aux épaules larges, au visage sévère. Et puis, il y avait Étienne, le plus jeune des trois. 19 ans à peine, arrivé à Bellevue 3 ans auparavant. Il travaillait aux écuries, s'occupait des chevaux que Philippe Auguste collectionnait avec passion. Le maître possédait 6 pur sang importés de France à grands frais, symbole de son statut. Étienne avait un don avec les animaux, une patience naturelle qui les calmait. Il était petit, mince, le regard toujours baissé en présence des Blancs. Ces 3 hommes n'avaient apparemment rien en commun. Ils n'appartenaient pas aux mêmes équipes de travail, ne dormaient pas dans les mêmes cases, ne partageaient pas les mêmes origines. Alexandre était né à Bellevue, Thomas venait d'une autre plantation, Étienne avait été acheté lors d'une vente aux enchères à Fort-Royal. Leur seul point commun visible était qu'ils bénéficiaient tous 3 d'une certaine faveur du maître, recevaient de meilleures rations, n'étaient jamais fouettés, jouissaient de privilèges mineurs mais significatifs dans l'économie brutale de la plantation. Les autres esclaves le remarquaient, bien sûr. Dans les cases, le soir, on murmurait sur ces favoris du maître. Certains les enviaient, d'autres les méprisaient, pensant qu'ils devaient d'une manière ou d'une autre trahir leurs semblables pour obtenir ces avantages. Mais personne ne comprenait vraiment pourquoi ces 3-là en particulier. Il n'y avait pas d'explication évidente. Ils n'étaient ni plus forts, ni plus intelligents que beaucoup d'autres. Le mystère de cette faveur restait entier. La nuit du 23 août 1787 était particulièrement étouffante. La saison des pluies approchait, l'air était lourd, saturé d'humidité. Même avec toutes les fenêtres ouvertes, la grande maison de Bellevue ne trouvait aucune fraîcheur. Isabelle Marie s'était retirée dans sa chambre vers 10 heures du soir, comme à son habitude.
Elle avait renvoyé sa servante personnelle, Madeleine, une esclave de 40 ans qui la servait depuis son arrivée à Bellevue. Philippe Auguste avait passé la soirée dans son bureau, situé au rez-de-chaussée de la maison. Il y gérait la correspondance, les comptes de la plantation, recevait son économe pour discuter des travaux à venir. Ce soir-là, il avait dit à sa femme qu'il resterait tard pour terminer des lettres urgentes destinées à son agent à Bordeaux. Rien de particulier dans cette routine. Des semaines entières pouvaient s'écouler sans que les époux partagent autre chose que les repas et les apparences. Vers minuit, Isabelle Marie fut réveillée par une soif intense. La chaleur était insupportable. Elle se leva, alluma une bougie, quitta sa chambre pour descendre à la cuisine chercher de l'eau fraîche. Elle portait une simple chemise de nuit blanche, les cheveux défaits. La maison était plongée dans l'obscurité et le silence. Les domestiques dormaient dans leurs quartiers séparés. Seuls quelques esclaves de garde veillaient dehors, mais ils ne pénétraient jamais dans la grande maison la nuit sans être appelés. En descendant l'escalier principal, Isabelle Marie remarqua de la lumière sous la porte du bureau de son mari. Elle ne s'en étonna pas particulièrement. Philippe Auguste travaillait souvent tard. Elle continua vers la cuisine, but de l'eau, s'attarda quelques instants près de la fenêtre ouverte dans l'espoir de trouver un peu d'air. En remontant, elle passa de nouveau devant le bureau. Cette fois, elle entendit quelque chose, des voix étouffées, ou plutôt, non, pas vraiment des voix, des sons indistincts. Un mouvement. Elle s'arrêta, intriguée malgré elle. Son mari recevait-il quelqu'un à cette heure? Mais il n'y avait pas eu de visiteur pour le dîner, aucune voiture n'était arrivée. Plus tard, lors des interrogatoires qui suivirent, Isabelle Marie jurerait qu'elle n'avait eu aucune intention particulière, qu'elle voulait simplement savoir si tout allait bien, que peut-être son mari était souffrant et avait besoin d'aide. Les versions varièrent selon les témoins. Certains dirent qu'elle avait déjà des soupçons depuis longtemps, qu'elle guettait cette occasion. D'autres affirmèrent qu'elle était parfaitement innocente de toute préméditation. Ce qui est certain, c'est qu'elle posa la main sur la poignée de la porte du bureau, qu'elle tourna doucement, que la porte n'était pas verrouillée, qu'elle s'ouvrit sans bruit, et ce qu'elle vit dans la lumière tremblante des chandelles détruisit en un instant 8 années de mariage et 3 générations de respectabilité familiale. Philippe Auguste Valcourt était allongé sur le divan de cuir de son bureau. Il était entièrement nu. Alexandre, Thomas et Étienne se trouvaient avec lui, eux aussi dénudés, leurs corps emmêlés dans une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de ce qui se passait. Le temps sembla se suspendre. Isabelle Marie resta figée dans l'embrasure, la bougie tremblant dans sa main. Son mari tourna la tête, la vit. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas d'exclamation, pas de cri, juste un long moment de silence absolu où l'irréparable devint réel. Puis Isabelle Marie recula, ferma la porte, remonta rapidement l'escalier. Elle rentra dans sa chambre, posa la bougie, s'assit sur le bord de son lit. Ses mains tremblaient. Son esprit refusait de comprendre ce qu'elle venait de voir. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être réel. Dans la société créole de la fin du XVIIIe siècle, l'homosexualité était plus qu'un tabou. C'était un crime passible des galères en métropole, un péché mortel aux yeux de l'Église, une abomination sociale qui détruisait toute réputation. Mais au-delà même de cela, ce qu'Isabelle Marie avait découvert touchait à quelque chose de encore plus impensable. Son mari, un grand planteur blanc, avec des esclaves noirs. La transgression n'était pas seulement morale ou religieuse. Elle violait toutes les barrières raciales sur lesquelles reposait l'ordre colonial entier. Il existait bien sûr une pratique tacitement acceptée dans les colonies, celle des maîtres blancs qui prenaient des esclaves femmes comme maîtresses. C'était considéré comme normal, presque un droit du propriétaire. Les enfants mulâtres qui en résultaient posaient parfois des questions d'héritage embarrassantes, mais le système avait trouvé des moyens de les gérer. Toute la société fermait les yeux. Les épouses blanches apprenaient à ignorer ces arrangements. Mais un homme blanc avec des hommes esclaves, cela n'entrait dans aucune catégorie acceptable. C'était une double transgression qui renversait toutes les hiérarchies.
Le maître devait dominer, l'esclave devait servir. Ces rôles étaient absolus. Ce qu'Isabelle Marie avait vu suggérait une intimité, une égalité charnelle qui détruisait ces distinctions fondamentales. Elle resta assise dans sa chambre jusqu'à l'aube, sans dormir. 1000 pensées contradictoires traversaient son esprit. Devait-elle faire comme si elle n'avait rien vu? Était-ce possible? Comment pourrait-elle de nouveau regarder son mari? Et ces 3 hommes, comment les croiser désormais? Tout dans sa vie venait de basculer. Au petit matin, quand le soleil commença à éclairer la chambre, Isabelle Marie prit une décision. Elle ne pouvait pas vivre avec ce secret. Elle ne pouvait pas continuer à jouer le rôle de l'épouse respectable, alors que tout était mensonge. Mais elle savait aussi que révéler directement ce qu'elle avait vu serait sa propre destruction sociale. Qui la croirait? Son mari nierait. Les esclaves ne pouvaient pas témoigner contre un blanc. Elle serait vue comme une femme hystérique, jalouse, peut-être folle. Il lui fallait être plus subtile, plus calculée. Si elle voulait que la vérité éclate, il fallait que d'autres la découvrent aussi. Il fallait que le scandale devienne public d'une manière qui ne puisse pas être étouffée. Les jours qui suivirent cette nuit furent étrangement normaux en apparence. Le petit déjeuner du lendemain se déroula comme d'habitude. Philippe Auguste descendit à 8 heures, salua son épouse d'un bref hochement de tête, parcourut son courrier en buvant son café. Isabelle Marie mangea en silence, le regard fixé sur son assiette. Ils n'échangèrent pas un mot sur ce qui s'était passé. Lui ne savait pas si elle allait parler, elle ne savait pas s'il allait essayer de s'expliquer. Ils restèrent dans une sorte de statu quo tendu, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. Alexandre servit à table comme à l'ordinaire. Ses gestes étaient précis, professionnels. Il ne croisa jamais le regard d'Isabelle Marie. Quand elle leva les yeux vers lui, elle vit qu'il gardait le visage absolument neutre. Aucune gêne visible, aucun signe qu'il était conscient de ce qu'elle savait. Cette maîtrise la troubla profondément. Comment pouvait-il continuer à jouer son rôle de serviteur obéissant après ce qu'elle avait vu? Philippe Auguste quitta la maison vers 9 heures pour inspecter les champs. C'était la période de la coupe de la canne, le moment le plus intense de l'année. Des centaines d'esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, coupant les tiges, les chargeant dans les charrettes, les transportant vers les moulins où elles seraient broyées pour en extraire le jus sucré. Le maître devait être présent, superviser, s'assurer que tout se passait selon le planning établi. Isabelle Marie resta dans la grande maison. Elle ne pouvait pas sortir, voir les voisins, continuer les activités sociales habituelles. Pas encore. Elle avait besoin de réfléchir, de planifier. Elle fit venir Madeleine, sa servante personnelle, celle en qui elle avait le plus confiance parmi tous les esclaves de la maison. Madeleine était une femme prudente, qui avait appris depuis longtemps à survivre en se faisant invisible. Elle écoutait tout, ne disait rien, gardait pour elle les secrets qu'elle surprenait. Mais avec sa maîtresse, elle avait établi au fil des années une relation qui dépassait le simple rapport maître-esclave. Isabelle Marie la traitait avec une certaine douceur, lui confiait parfois ses préoccupations, ses tristesses. Ce matin-là, Isabelle Marie demanda à Madeleine si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement du maître. La question était posée avec précaution, de manière indirecte. Madeleine hésita longuement avant de répondre. Elle savait qu'elle entrait en territoire dangereux. Parler contre le maître pouvait lui coûter la vie. Mais ne pas répondre à sa maîtresse pouvait aussi avoir des conséquences. Finalement, après un long silence, Madeleine murmura qu'effectivement, depuis des années, elle avait remarqué certaines choses. Que le maître faisait parfois venir Alexandre, Thomas ou Étienne dans son bureau tard le soir. Que ces visites duraient des heures. Qu'elle avait aperçu une fois Alexandre sortir du bureau à l'aube, les vêtements en désordre. Mais jamais elle n'avait osé en parler à quiconque. Ce n'était pas sa place de commenter les affaires des Blancs. Isabelle Marie écouta ces révélations avec un mélange d'horreur et de soulagement. Horreur de comprendre que ce qu'elle avait vu n'était pas un incident isolé, mais une pratique établie depuis longtemps. Soulagement de savoir qu'elle n'était pas folle, que d'autres avaient remarqué quelque chose, même s'ils n'avaient pas compris exactement quoi. Elle interrogea Madeleine plus avant.
Est-ce que d'autres esclaves savaient? Madeleine hocha la tête lentement. Oui, dans les cases, on murmurait. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais on savait que ces 3 hommes avaient une relation spéciale avec le maître. Certains les enviaient pour leurs privilèges. D'autres les méprisaient, pensant qu'ils devaient accomplir des tâches dégradantes pour obtenir ses faveurs. Mais personne ne parlait ouvertement. La peur était trop grande. Au cours des jours suivants, Isabelle Marie continua à rassembler des informations de manière discrète. Elle parla avec d'autres domestiques, toujours indirectement, posant des questions qui semblaient innocentes, mais qui lui permettaient de reconstituer le tableau. Elle apprit que Philippe Auguste avait établi un système très organisé. Les 3 hommes se relayaient selon un calendrier que lui seul connaissait. Ils recevaient en échange des privilèges matériels, de meilleurs vêtements, plus de nourriture, l'exemption des travaux les plus pénibles. Alexandre avait même reçu une petite maison séparée des autres cases, un luxe inouï pour un esclave. Ce qui troublait le plus Isabelle Marie était la question du consentement. Ces hommes étaient-ils volontaires? Pouvaient-ils refuser? La réponse était évidente, un esclave ne peut pas refuser son maître. Tout refus serait puni de manière terrible. Même si certains d'entre eux trouvaient peut-être une forme de sécurité ou d'avantage dans cette relation, ils restaient fondamentalement sans choix. Cette réalisation ajoutait une couche supplémentaire d'abjection à ce qu'elle avait découvert. Si cette histoire vous glace le sang, likez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'elle va faire. Va-t-elle garder le silence ou révéler la vérité? Isabelle Marie savait qu'elle ne pouvait pas simplement dénoncer son mari aux autorités. Le système colonial protégeait les planteurs. Même si les accusations étaient vraies, il y avait toutes les chances qu'elles soient étouffées, que Philippe Auguste trouve des alliés pour le défendre, qu'elle soit elle-même discréditée comme une épouse vindicative. Il lui fallait une stratégie plus subtile. Elle commença par sonder discrètement les épouses des autres planteurs. Lors des visites de courtoisie qui ponctuaient la vie sociale, elle glissait dans la conversation des questions apparemment anodines. Est-ce que leur mari passait beaucoup de temps dans leur bureau le soir? Est-ce qu'ils faisaient confiance à certains esclaves en particulier? Ces questions suscitaient parfois des réponses intéressantes. Une dame mentionnait que son mari avait un valet personnel qui semblait avoir beaucoup d'influence. Une autre se plaignait que son époux négligeait ses devoirs conjugaux, préférant la compagnie de ses chevaux et de son palefrenier. Isabelle Marie comprit qu'elle n'était peut-être pas la seule à vivre cette situation. Dans une société si fermée, si rigide, où les hommes avaient un pouvoir absolu sur leurs esclaves et où l'expression de certains désirs était impossible publiquement, il était probable que d'autres arrangements similaires existaient. Mais tous vivaient sous le sceau du secret. Personne ne parlait jamais ouvertement. Elle se rendit compte que pour briser ce silence, il fallait créer un scandale si éclatant qu'il ne pourrait pas être ignoré. Il fallait que plusieurs personnes respectables soient témoins en même temps, qu'elles ne puissent pas fermer les yeux, qu'elles soient forcées de réagir. Un événement se profilait. Le bal de la Saint-Louis, prévu pour le 25 août, soit 2 jours après la découverte d'Isabelle Marie. C'était un événement social majeur qui rassemblait tous les planteurs de la région et leurs épouses. Il devait avoir lieu à l'habitation Montvert, la propriété voisine appartenant à la famille Lacombe. Plus de 50 personnes étaient attendues. Il y aurait de la musique, de la danse, un grand dîner. Ces bals étaient des occasions essentielles pour maintenir la cohésion de la communauté créole, afficher son statut, négocier des alliances. Les Valcourt étaient évidemment invités. Philippe Auguste avait initialement accepté. Mais après la nuit du 23 août, il sembla hésiter. Le matin du 24, il annonça à son épouse qu'il ne se sentait pas bien, qu'il préférait décliner l'invitation. Isabelle Marie insista avec une douceur inhabituelle. Ce serait mal vu de manquer un tel événement. Les Lacombe seraient offensés. On parlerait. Il fallait maintenir les apparences. Philippe Auguste finit par céder. Il accepta d'y aller, mais à contre-cœur. Il semblait distrait, tendu. Pour la première fois depuis des années, Isabelle Marie le voyait inquiet.
Il devait se demander ce qu'elle comptait faire de ce qu'elle savait. Le 25 août au soir, ils se rendirent ensemble à Montvert, dans leur carrosse. Le trajet durait une demi-heure. Ils ne se parlèrent pas. Isabelle Marie portait une robe de soie bleu nuit, venue de Paris, ses plus beaux bijoux. Elle s'était fait coiffer avec soin. Elle voulait être irréprochable. Philippe Auguste était en habit de soirée, impeccablement vêtu comme toujours, mais son visage était pâle et ses mains crispées. Le bal battait déjà son plein quand ils arrivèrent. La grande maison de Montvert était illuminée de centaines de bougies. L'orchestre jouait dans le grand salon. Les couples tournoyaient, les tables débordaient de victuailles raffinées. C'était un spectacle de luxe et de raffinement qui contrastait violemment avec la réalité brutale des plantations environnantes. Isabelle Marie et Philippe Auguste furent accueillis par leurs hôtes, échangèrent les politesses d'usage, se mêlèrent aux autres invités. Tout semblait normal. Isabelle Marie dansa avec plusieurs messieurs, sourit, conversa. Philippe Auguste resta plus en retrait, discutant affaires avec d'autres planteurs, buvant peut-être un peu plus que de coutume. Vers 10 heures du soir, alors que la fête atteignait son apogée, Isabelle Marie s'approcha de Madame Lacombe, leur hôtesse, et lui glissa discrètement qu'elle aimerait lui parler en privé. C'était urgent et délicat. Madame Lacombe, intriguée, la conduisit dans un petit salon à l'écart. Ce qui se dit exactement entre les deux femmes reste sujet à débat. Les versions varient. Certains témoignages ultérieurs suggèrent qu'Isabelle Marie révéla tout immédiatement, décrivant ce qu'elle avait vu 2 nuits plus tôt. D'autres racontent qu'elle fut plus subtile, suggérant simplement que son mari entretenait des relations inappropriées avec certains esclaves, sans préciser la nature exacte de ces relations, laissant l'imagination de Madame Lacombe faire le reste. Ce qui est certain, c'est que Madame Lacombe fut profondément choquée. Elle fit venir son mari, Monsieur Lacombe, un planteur influent qui servait également comme juge dans l'administration coloniale. Isabelle Marie répéta ses accusations devant lui. Monsieur Lacombe écouta avec une gravité croissante. La question se posait. Ces accusations étaient-elles crédibles? Isabelle Marie était-elle une épouse jalouse cherchant à se venger? Ou disait-elle la vérité? Monsieur Lacombe était un homme méthodique. Il demanda des détails précis. Isabelle Marie les fournit. Les noms des 3 esclaves, les heures où se déroulaient ces rencontres, les privilèges inhabituels dont ils jouissaient. Elle mentionna aussi que d'autres domestiques de Bellevue avaient remarqué des choses étranges. Monsieur Lacombe décida qu'il fallait en avoir le cœur net. Si ces accusations étaient vraies, c'était un scandale qui touchait toute la communauté. Si elles étaient fausses, il fallait le prouver et protéger la réputation de Valcourt. Dans les 2 cas, la vérité devait être établie. Il fit appeler Philippe Auguste dans le salon privé. Quand celui-ci entra et vit son épouse avec les Lacombe, il comprit immédiatement. Son visage se décomposa. Il essaya de sourire, de demander ce qui se passait, mais sa voix manquait de conviction. Monsieur Lacombe lui exposa directement les accusations. Philippe Auguste nia avec véhémence. C'était absurde, disait-il, des mensonges. Son épouse était malade, peut-être atteinte de fièvre. Elle délirait. Il n'y avait rien de vrai dans tout cela. Mais ses dénégations sonnaient faux. Il transpirait malgré la fraîcheur du soir. Ses mains tremblaient. Monsieur Lacombe était un homme habitué à juger, à détecter le mensonge. Il ne fut pas convaincu. Il proposa alors quelque chose d'audacieux. Ils retourneraient tous ensemble à Bellevue cette nuit même, à l'improviste, sans prévenir personne. Si les accusations étaient fausses, il ne se passerait rien. Si elles étaient vraies, ils découvriraient la vérité par eux-mêmes. Philippe Auguste tenta de s'y opposer. Ce n'était pas nécessaire, disait-il. C'était une insulte à son honneur. Mais Monsieur Lacombe fut inflexible. Soit il faisait cette vérification immédiatement, soit les rumeurs se répandraient et détruiraient de toute façon sa réputation. Autant établir la vérité maintenant. À contre-cœur, Philippe Auguste dut accepter. Ils quittèrent le bal discrètement, sans éveiller les soupçons des autres invités. Madame Lacombe resta pour maintenir les apparences.
Monsieur Lacombe, Philippe Auguste et Isabelle Marie montèrent dans un carrosse. Le trajet vers Bellevue fut silencieux. Philippe Auguste regardait par la fenêtre, le visage fermé. Isabelle Marie gardait les mains jointes sur ses genoux. Monsieur Lacombe observait les deux époux avec une attention clinique. Ils arrivèrent à Bellevue vers 11 heures du soir. La grande maison était plongée dans l'obscurité comme prévu. Les domestiques dormaient. Philippe Auguste ouvrit la porte avec sa clé. Ils entrèrent, silencieusement. Monsieur Lacombe demanda où se trouvait le bureau. Philippe Auguste indiqua l'étage. « Non », corrigea Isabelle Marie d'une voix ferme. Le bureau était au rez-de-chaussée. Là, cette porte. Un instant de flottement. Philippe Auguste avait menti instinctivement, essayant de les détourner. Mais c'était trop tard. Monsieur Lacombe s'approcha de la porte, tourna doucement la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit. Et là, dans la lumière tremblante d'une chandelle, ils virent Alexandre seul cette fois, assis dans le fauteuil de cuir du maître, lisant un livre. Il était vêtu de vêtements de nuit, confortablement installé comme s'il était chez lui. Un esclave, seul, dans le bureau du maître, à cette heure, lisant un livre. Même si rien de sexuel ne se passait à cet instant précis, la scène était déjà choquante. Un esclave n'avait pas le droit d'entrer dans cette pièce sans permission, encore moins de toucher au livre, encore moins de se comporter comme s'il était l'égal d'un blanc. Alexandre leva les yeux, vit les trois personnes dans l'embrasure. Son visage exprima une brève panique avant de se refermer dans un masque neutre. Monsieur Lacombe demanda d'une voix glaciale ce que faisait cet homme ici. Alexandre ne répondit pas. Il n'avait pas le droit de parler sans qu'on lui adresse directement une question, et même là, il ne pouvait pas parler devant des blancs sans l'autorisation de son maître. Philippe Auguste essaya de minimiser. Alexandre avait certaines responsabilités de secrétariat, mentit-il. Il l'aidait parfois avec la correspondance, mais l'explication était faible. Un esclave secrétaire à 11 heures du soir, seul dans le bureau. Monsieur Lacombe ordonna qu'on réveille les autres domestiques. Il voulait interroger tout le monde. Philippe Auguste tenta de protester mais fut ignoré. En quelques minutes, toute la maisonnée fut debout. Les esclaves domestiques furent rassemblés dans la grande salle. L'interrogatoire commença. Monsieur Lacombe était un juge expérimenté. Il savait comment questionner, comment faire craquer les silences. Il interrogea séparément plusieurs esclaves. D'abord Madeleine, qui, terrorisée par la situation, finit par révéler ce qu'elle avait dit précédemment à sa maîtresse. Les visites nocturnes, les arrangements étranges, les privilèges inexpliqués. Puis ce fut le tour du cuisinier principal, un vieil homme nommé Dominique, qui travaillait à Bellevue depuis 30 ans. Sous la pression, il admit qu'effectivement, le maître faisait souvent venir Alexandre, Thomas et Étienne dans son bureau tard le soir. Qu'il avait toujours trouvé cela étrange, mais n'avait jamais osé poser de questions. Au fur et à mesure des témoignages, le tableau devenait de plus en plus clair. Même si personne n'avait vu directement les actes sexuels, tous les éléments convergeaient vers une conclusion évidente. Les visites nocturnes prolongées, les privilèges, l'intimité suspecte, le comportement protecteur de Philippe Auguste envers ces trois hommes en particulier. L'interrogatoire dura toute la nuit. Monsieur Lacombe fit également venir Thomas et Étienne, qui furent tirés de leur lit dans les cases des esclaves. Face à ces deux hommes, il posa des questions directes. Avaient-ils des relations intimes avec leur maître? Les deux hommes gardèrent le silence, tête baissée. Ce silence était en soi une réponse. Philippe Auguste assista à toute cette scène comme un spectateur de son propre effondrement. Il n'essaya plus de nier frontalement. Il se contenta de répéter que tout était exagéré, mal interprété. Que oui, il accordait sa confiance à certains esclaves, que c'était son droit de maître. Mais ces mots sonnaient creux. Vers 4 heures du matin, Monsieur Lacombe déclara qu'il en avait assez entendu. Il allait faire un rapport au gouverneur. Cette affaire devrait être examinée par les autorités coloniales. En attendant, il recommandait que Philippe Auguste s'abstienne de toute fonction publique. Isabelle Marie demanda alors ce qui allait advenir des 3 esclaves impliqués. C'était une question chargée.
Dans l'esprit de beaucoup, ils étaient les véritables coupables. Des esclaves qui avaient corrompu leur maître, qui avaient usé de manipulation pour obtenir des privilèges. Cette vision ignorait complètement la réalité du pouvoir. Ces hommes n'avaient aucun choix, aucune possibilité de refuser. Mais dans la logique raciale de l'époque, ils étaient vus comme les instigateurs. Monsieur Lacombe répondit qu'ils devraient probablement être vendus, éloignés de Bellevue. On ne pouvait pas les garder sur la propriété après un tel scandale. Cette décision était terrifiante pour les trois hommes. Être vendu signifiait être arraché à tout ce qu'on connaissait. Envoyé peut-être dans une plantation où les conditions seraient bien pires, où les maîtres seraient cruels, où il n'y aurait aucune protection. Alexandre osa parler pour la première fois. Il demanda pardon, dit qu'il n'avait fait que obéir aux ordres du maître, qu'il ne voulait pas être séparé de sa mère qui travaillait aux cuisines. Sa voix était calme, mais suppliante. Cette intervention mit Isabelle Marie dans une situation émotionnelle complexe. Elle avait déclenché ce scandale pour punir son mari, mais elle réalisait maintenant que les premières victimes seraient ces trois hommes qui n'avaient jamais eu le choix. Ils avaient été exploités sexuellement par Philippe Auguste, et maintenant ils allaient être punis comme s'ils étaient les coupables. Elle intervint alors d'une manière qui surprit tout le monde. Elle déclara que ces hommes ne devaient pas être vendus, qu'ils étaient les victimes dans cette histoire, que la vraie responsabilité incombait entièrement à son mari qui avait abusé de son pouvoir. Cette position était remarquable pour l'époque. Elle allait à l'encontre de toutes les logiques sociales habituelles. Les femmes blanches ne défendaient pas les esclaves noirs. Elles ne remettaient pas en question le système. Mais Isabelle Marie, dans ce moment, fit exactement cela. Monsieur Lacombe la regarda avec étonnement. Il n'était pas sûr de comment interpréter cette position. Était-ce de la compassion, de la manipulation politique, un moyen de s'assurer que le scandale reste centré sur Philippe Auguste plutôt que sur les esclaves? Philippe Auguste, lui, explosa de rage pour la première fois de la nuit. Il accusa son épouse d'avoir orchestré tout cela par vengeance, de vouloir le détruire parce qu'elle était stérile et frustrée. Il révéla devant Lacombe que leur mariage n'avait jamais été heureux, que c'était une union arrangée sans amour. Isabelle Marie répondit avec un calme glacial. Elle dit que oui, leur mariage était un échec, mais que ce n'était pas à cause d'elle, que Philippe Auguste n'avait jamais voulu d'elle vraiment, qu'il avait fait semblant pendant 8 ans alors qu'il préférait la compagnie de ses hommes, que toute leur vie était un mensonge. Ces accusations personnelles, échangées devant un tiers, ajoutaient une dimension intime et embarrassante au scandale. Monsieur Lacombe essaya d'intervenir, de calmer les esprits, mais les deux époux continuèrent à se déverser des années de ressentiments accumulés. Finalement, épuisé, Monsieur Lacombe décida qu'il fallait mettre fin à cette nuit terrible. Il allait partir, prendre conseil, décider de la marche à suivre. Il recommanda aux deux époux de garder leur distance l'un de l'autre en attendant. Il leur interdit formellement de punir les esclaves qui avaient témoigné, menaçant d'intervenir personnellement s'ils le faisaient. Il quitta Bellevue au petit matin, laissant derrière lui une maison sans dessus-dessous, des esclaves terrifiés, et deux époux qui ne pouvaient plus se regarder. Les jours qui suivirent furent un chaos contrôlé. La nouvelle du scandale ne tarda pas à se répandre. Monsieur Lacombe avait essayé d'être discret, mais dans une communauté aussi fermée, les secrets ne tiennent jamais longtemps. Les domestiques parlaient entre eux. Les esclaves des différentes plantations se rencontraient au marché de Saint-Pierre. Les rumeurs circulaient vite. En une semaine, toute la société créole de la région était au courant. Les versions variaient. Certains parlaient de perversion, d'autres de folie. Quelques-uns essayaient de minimiser, suggérant que tout était exagéré. Mais la majorité était scandalisée. Les Valcourt furent immédiatement ostracisés. Les invitations cessèrent. Les visites de courtoisie s'arrêtèrent. Quand Isabelle Marie se rendit à Saint-Pierre pour faire des achats, elle fut accueillie par des regards hostiles et des chuchotements. Certaines dames refusèrent même de la saluer, comme si le scandale de son mari la contaminait par association.
Philippe Auguste vécut encore plus durement cette exclusion. Lui qui avait été respecté, admiré même, se retrouva traité comme un paria. Lors d'une réunion du Conseil des planteurs, il fut informé qu'on préférait qu'il ne participe plus aux décisions collectives. Certains de ses associés commerciaux rompirent leur contrat. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait être poursuivi en justice. Le gouverneur de la Martinique, le vicomte de Damas, fut informé officiellement de l'affaire par Monsieur Lacombe. C'était une situation délicate. D'un côté, les lois en vigueur condamnaient la sodomie comme un crime grave. D'un autre côté, poursuivre un planteur aussi important que Valcourt risquait de créer des précédents embarrassants. Combien d'autres arrangements secrets existaient dans les plantations? Si on commençait à enquêter sérieusement, combien de familles puissantes seraient éclaboussées? Le gouverneur choisit une voie intermédiaire. Il ne lança pas de poursuite criminelle formelle, mais il fit comprendre à Philippe Auguste qu'il serait préférable qu'il quitte l'île pendant quelque temps. Un exil discret. On dirait qu'il partait pour régler des affaires en France. Avec le temps, peut-être le scandale s'apaiserait, mais Isabelle Marie n'était pas satisfaite de cette solution. Elle avait révélé le secret de son mari pour le détruire complètement, pas pour qu'il puisse s'échapper avec une simple réprimande sociale. Elle voulait une vraie justice, une vraie punition. Elle prit alors une décision qui allait choquer encore plus profondément la société coloniale. Elle demanda officiellement le divorce. À la fin du XVIIIe siècle, le divorce n'existait pas légalement dans les colonies françaises. Le mariage était un sacrement religieux indissoluble. Une séparation de corps était possible dans des cas extrêmes, mais elle nécessitait l'approbation de l'Église et des autorités civiles, et elle était extrêmement rare. Isabelle Marie soumit une requête formelle auprès du Conseil supérieur de la Martinique. Elle y détaillait les faits, l'infidélité de son mari, la nature contre nature de ses relations, l'impossibilité de continuer à vivre ensemble. Elle demandait la séparation de corps, la gestion autonome de sa dot et de ses biens propres, et le droit de retourner vivre chez son père. Cette requête créa un précédent juridique problématique. Si elle était acceptée sur ces bases, cela signifierait que l'administration coloniale reconnaissait officiellement l'homosexualité comme motif de séparation. Cela mettrait par écrit ce que tout le monde préférait ignorer. Les implications allaient bien au-delà du cas particulier des Valcourt. Le dossier fut examiné pendant des semaines. Des témoins furent entendus. Monsieur Lacombe témoigna de ce qu'il avait vu la nuit de la découverte. Des domestiques de Bellevue furent interrogés sous serment. Alexandre, Thomas et Étienne durent comparaître devant le tribunal, une expérience humiliante où ils furent traités comme des objets plutôt que comme des personnes. Philippe Auguste se défendit en affirmant que sa femme était hystérique, que tout était inventé. Mais sa défense manquait de crédibilité. Trop de témoignages concordaient. Trop de détails étaient cohérents. Finalement, en octobre 1787, le Conseil supérieur rendit sa décision. La séparation de corps était accordée à Isabelle Marie Dufresne. Elle pouvait récupérer sa dot et ses biens personnels. Elle avait le droit de quitter la résidence conjugale. Les motivations étaient rédigées en termes vagues. Comportement incompatible avec les devoirs du mariage et manquement grave aux obligations maritales. On évitait soigneusement de mentionner explicitement l'homosexualité. C'était une victoire pour Isabelle Marie, mais une victoire amère. Elle avait obtenu sa liberté légale, mais à quel prix? Elle était désormais une femme séparée, ce qui dans la société de l'époque la plaçait dans une position sociale ambiguë. Elle ne pouvait pas se remarier. Sa réputation était entachée par association avec le scandale. Certaines familles la blâmaient d'avoir révélé publiquement ce qui aurait dû rester privé. Quant à Philippe Auguste, il se retrouvait seul à Bellevue, ostracisé, sans épouse, sans amis. Sa fortune restait intacte, mais son statut social était détruit. Il ne pouvait plus participer à la vie de la communauté créole. Il était devenu invisible, un fantôme dans sa propre maison. Les 3 esclaves impliqués furent finalement vendus, malgré les protestations d'Isabelle Marie. Le nouveau gouverneur, arrivé en décembre,
jugea qu'il fallait nettoyer Bellevue de tous ceux qui étaient associés au scandale. Alexandre fut vendu à un planteur de la Guadeloupe. Thomas partit pour Haïti. Étienne fut acheté par un marchand qui l'emmena à la Louisiane. Les 3 hommes furent ainsi dispersés aux 4 coins des colonies, séparés à jamais de leur famille et de tout ce qu'ils connaissaient. Cette dispersion était la punition finale, non pas pour avoir commis un crime, mais pour avoir été les témoins et les victimes d'un crime commis contre eux. Dans la logique tordue du système esclavagiste, ils devaient disparaître pour que le scandale puisse être oublié. Isabelle Marie retourna vivre chez son père dans sa plantation de café. Elle vécut le reste de sa vie dans une semi-réclusion, ne participant plus vraiment à la vie sociale. Certains documents suggèrent qu'elle correspondit pendant des années avec des groupes abolitionnistes en France, qu'elle développa une conscience politique critique du système esclavagiste. Mais rien de tout cela ne fut jamais public. Elle mourut en 1810, à 50 ans, sans s'être jamais remariée. Philippe Auguste resta à Bellevue jusqu'en 1789. Puis, quand les nouvelles de la Révolution française arrivèrent aux Antilles et que les esclaves commencèrent à se soulever, inspirés par les idées de liberté, il prit peur. Il vendit précipitamment la plantation et retourna en France. On perd sa trace après cela. Certains documents suggèrent qu'il s'installa à Bordeaux, vécut discrètement d'une rente, mourut en 1802 sans descendance. L'habitation Bellevue changea plusieurs fois de propriétaire dans les années qui suivirent. Aucun ne prospéra vraiment. La plantation avait mauvaise réputation. Les esclaves refusaient d'y être transférés, craignant un lieu maudit. En 1804, lors du grand ouragan qui ravagea la Martinique, la grande maison fut partiellement détruite. Elle ne fut jamais reconstruite. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines envahies par la végétation tropicale. Ce qui rend cette histoire particulièrement troublante n'est pas seulement le scandale lui-même, mais la manière dont il révèle les contradictions profondes du système colonial. Philippe Auguste Valcourt était considéré comme un maître relativement humain selon les standards de l'époque. Il ne fouettait pas excessivement ses esclaves, ne séparait pas les familles, fournissait des soins médicaux. Pourtant, il exploitait sexuellement 3 hommes qui ne pouvaient pas refuser, utilisant son pouvoir absolu de propriétaire pour satisfaire des désirs qu'il devait cacher de sa propre communauté. Isabelle Marie, en révélant ce secret, pensait peut-être punir uniquement son mari, mais elle déclencha une série d'événements qui détruisirent de nombreuses vies. Les 3 esclaves furent vendus et dispersés, leurs familles brisées. D'autres domestiques de Bellevue furent également vendus dans les mois qui suivirent, car les nouveaux propriétaires voulaient effacer toute mémoire du scandale. Au total, plus de 40 personnes asservies furent arrachées à leur foyer à cause de cette affaire. La question morale reste complexe. Isabelle Marie avait-elle raison de révéler la vérité? Était-ce un acte de courage ou de vengeance? Pouvait-elle prévoir les conséquences de ses actions? Et quelle était vraiment sa motivation? Cherchait-elle la justice? Ou simplement à échapper à un mariage malheureux en utilisant le scandale comme prétexte? Les documents d'époque offrent des perspectives contradictoires. Certaines lettres privées d'autres dames créoles la défendent, saluant son courage d'avoir brisé le silence sur des pratiques secrètes que beaucoup soupçonnaient. D'autres la condamnent amèrement pour avoir sali publiquement sa propre famille et causé tant de souffrances collatérales. Ce qui est indéniable, c'est que l'affaire Valcourt eut des répercussions durables. Elle créa un précédent juridique pour la séparation de corps dans les colonies. Elle força, même brièvement, une réflexion sur les abus sexuels dans le système esclavagiste. Quelques intellectuels français de l'époque, membres de la Société des Amis des Noirs, firent référence à cette affaire dans leurs pamphlets abolitionnistes, utilisant le scandale pour illustrer la corruption morale inhérente à l'esclavage. Mais peut-être plus inquiétant encore, l'affaire révéla combien de secrets similaires devaient exister dans d'autres plantations. Si Valcourt, considéré comme un maître respectable, menait une double vie si choquante, combien d'autres le faisaient aussi? Cette question ne fut jamais vraiment explorée. Après le scandale initial,
Un silence s'abattit de nouveau sur ces sujets. La société créole préféra oublier, enfouir, passer à autre chose. Les archives coloniales contiennent une anomalie intéressante concernant cette affaire. Le rapport officiel du Conseil supérieur qui accorda la séparation à Isabelle Marie existe toujours, conservé aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Mais toutes les pages contenant les témoignages détaillés des domestiques et des esclaves ont été arrachées. Il ne reste que les pages de décision finale. Quelqu'un, à un moment donné, a voulu faire disparaître les preuves les plus explicites. Cette censure a posteriori soulève des questions. Qui a fait cela? Et quand? Était-ce la famille Valcourt essayant de protéger sa réputation des décennies plus tard? Ou l'administration coloniale elle-même, gênée par ces documents trop révélateurs? Nous ne le saurons probablement jamais. Il existe aussi une lettre troublante, découverte dans les papiers personnels d'Alexandre en 1823, longtemps après sa mort, en Guadeloupe. Dans cette lettre, écrite en français mais avec une orthographe hésitante, il s'adressait à un destinataire inconnu. Il y racontait sa version des faits, décrivait comment Valcourt l'avait choisi quand il avait 15 ans, comment au début il avait résisté, puis compris qu'il n'avait pas le choix, comment progressivement il avait développé des sentiments contradictoires envers son maître, haine pour l'abus de pouvoir, mais aussi une forme d'attachement né de l'intimité forcée. Il écrivait qu'il avait même cru à certains moments que Valcourt l'aimait vraiment, avant de réaliser que pour un blanc, un esclave ne pouvait jamais être plus qu'une propriété. Cette lettre n'a jamais été publiée officiellement. Elle se trouve dans une collection privée à Paris. Son authenticité a été débattue par les historiens. Certains pensent qu'elle est réelle, offrant une perspective rare sur l'expérience d'un esclave sexuellement exploité. D'autres suggèrent qu'elle pourrait être un faux du XIXe siècle, créé par des abolitionnistes pour illustrer leurs arguments. Si elle est authentique, elle ajoute une dimension encore plus troublante à l'histoire. Elle montre qu'Alexandre n'était pas simplement une victime passive, mais un être humain complexe essayant de survivre et de trouver du sens dans une situation impossible. Elle révèle les dégâts psychologiques profonds causés par ce type d'exploitation. La confusion entre attachement et abus, l'impossibilité de vraiment consentir quand on n'a aucun pouvoir, la honte qui persiste même des années après. Aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, l'histoire de l'habitation Bellevue reste peu connue. Elle n'apparaît pas dans les livres d'histoire standard de la Martinique. Les ruines de la grande maison sont envahies par la jungle, visitées seulement par quelques randonneurs occasionnels qui ignorent le drame qui s'y est joué. Les descendants des familles Valcourt et Dufresne, s'ils existent encore, ne parlent pas publiquement de leurs ancêtres. Mais dans la mémoire orale des communautés descendant des esclaves, des fragments de l'histoire ont survécu. Des histoires de trahison et de souffrance, de secrets enfouis et de vies brisées. Certains aînés racontent encore des versions déformées de ce qui s'est passé, où les détails ont changé, mais le cœur reste le même. Le pouvoir absolu corrompt absolument, et ceux qui n'ont pas de pouvoir paient toujours le prix le plus élevé. L'affaire Valcourt nous force à nous confronter à des vérités inconfortables sur l'histoire coloniale. Elle montre que l'esclavage n'était pas seulement un système économique d'exploitation du travail, mais aussi un système d'abus sexuels systématique où les corps des personnes asservies étaient considérés comme la propriété totale de leur maître. Elle révèle aussi les complexités de l'exploitation. Comment un maître pouvait simultanément abuser de ses esclaves et leur offrir des privilèges relatifs, créant des dynamiques de dépendance et de survie impossibles. Elle nous pose aussi des questions sur la complicité et la résistance. Isabelle Marie était-elle une héroïne pour avoir révélé la vérité, ou une complice du système pour avoir vécu dans cette plantation pendant 8 ans en profitant de ses privilèges avant de décider de parler? Pouvait-elle vraiment ignorer ce qui se passait ou choisissait-elle de ne pas voir? Et qu'en est-il des autres planteurs qui ont ostracisé Valcourt? Était-il véritablement scandalisé par ses actions ou simplement furieux qu'il se soit fait prendre, exposant des pratiques que d'autres menaient peut-être aussi en secret? La violence de leur réaction était-elle morale ou purement sociale?
motivés par la peur que le scandale ne contamine toute leur classe? Ces questions n'ont pas de réponse simple. C'est ce qui rend cette histoire si difficile et si importante. Elle refuse les interprétations faciles. Elle nous met face à l'ambiguïté morale qui caractérisait le système esclavagiste colonial. Un système où presque personne n'était totalement innocent, mais où les degrés de culpabilité et de pouvoir variaient énormément. Cette histoire vous a-t-elle troublé? Pensez-vous que tout a vraiment été révélé? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires sombres et oubliées de notre histoire. Et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux secrets enfouis du passé colonial. Une dernière chose mérite d'être mentionnée. En 1983, lors de fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne habitation Bellevue, des chercheurs ont découvert sous les fondations de la grande maison effondrée une petite chambre cachée. C'était une pièce secrète, accessible seulement par un passage dissimulé dans le bureau. Elle contenait des objets personnels, des vêtements, des lettres brûlées dont on ne pouvait plus lire que quelques mots, et curieusement, 3 médaillons en or gravés avec les initiales A, T et E. Ces médaillons suggèrent un niveau d'attachement personnel que le scandale public n'avait jamais vraiment capturé. Philippe Auguste avait-il réellement des sentiments pour ces hommes au-delà de la simple exploitation sexuelle? Ou était-ce simplement une autre forme de possession, de marquage de sa propriété? Les médaillons furent catalogués par les archéologues, puis perdus dans les réserves d'un musée. Personne n'a pu les étudier depuis. Cette chambre secrète, découverte près de 2 siècles après les faits, rappelle que l'histoire est toujours incomplète, que chaque réponse soulève de nouvelles questions, que les motivations humaines restent mystérieuses même quand les faits semblent clairs. Alors, cette histoire est-elle vraie? Les documents existent, les archives portent les traces, les ruines sont toujours là, dans les collines de la Martinique. Mais la vérité complète, les pensées intimes d'Isabelle Marie quand elle ouvrit cette porte, ce qu'Alexandre ressentait vraiment dans cette relation impossible, la douleur de Thomas et Étienne dont nous savons si peu, tout cela reste à jamais enfoui dans le passé. Ce qui reste certain, c'est que quelque chose de terrible s'est passé à l'habitation Bellevue dans les derniers jours de l'été 1787. Quelque chose qui a détruit des vies, brisé des familles, révélé les contradictions d'un système inhumain. Et peut-être, poser les premières pierres d'une prise de conscience qui, des décennies plus tard, contribuerait à l'abolition de l'esclavage. Mais même cette conclusion rédemptrice serait trop simple, car l'abolition, quand elle vint finalement, ne répara pas les dommages, ne rendit pas à Alexandre, Thomas et Étienne les années volées, ne ressuscita pas les familles détruites. L'histoire ne s'arrange pas en fin de compte, elle laisse des cicatrices. Et c'est peut-être la leçon la plus troublante de l'affaire Valcourt, que dans des systèmes d'oppression totale, même les actes qui semblent être de la résistance ou de la justice peuvent créer de nouvelles souffrances. Que la vérité, aussi nécessaire soit-elle, a un coût. Et que parfois, ceux qui paient ce coût ne sont pas ceux qui devraient le payer. Dans la nuit humide des Antilles, si vous passez près des ruines de Bellevue, certains disent qu'on peut encore entendre des murmures. Les descendants des esclaves qui vivent dans la région évitent cet endroit. Non pas parce qu'ils croient aux fantômes, mais parce que la mémoire de ce qui s'est passé là imprègne encore les pierres. Une mémoire de secrets, de trahison, de vie brisée par le pouvoir et la vengeance. Et peut-être, dans le silence de ces ruines, la vraie question n'est pas de savoir si cette histoire est vraie. La vraie question est, combien d'autres histoires similaires sont restées cachées, enfouies dans les archives détruites, effacées de la mémoire officielle? Combien de chambres secrètes n'ont jamais été découvertes? Combien de vies ont été détruites dans le silence? Ces questions hantent l'histoire coloniale. Elles nous rappellent que ce que nous savons du passé n'est qu'une fraction de ce qui s'est vraiment passé. Que chaque archive brûlée, chaque page arrachée, chaque silence imposé cache peut-être une histoire comme celle de Bellevue.
Et peut-être que c'est cela, au final, le véritable héritage de l'affaire Valcourt. Non pas une réponse, mais une interrogation persistante sur ce que nous choisissons de nous rappeler, ce que nous choisissons d'oublier, et pourquoi.